Elle va tenter de succéder à Gabrielle Serville. Joëlle Prévost-Madère est officiellement candidate aux élections législatives de juin prochain. Un comité de soutien l'a annoncé en son absence samedi. Il s'agira d'un deuxième essai pour l'ancienne conseillère municipale. À Paris, pour l'élection du président national des chambres de commerce et d'industrie, 8 représentants des CCI d'outre-mer en profitent pour rencontrer les candidats à la présidentielle. Ils se sont entretenus dimanche avec Emmanuel Macron. Reportage à suivre. Enfin, un manque de communication aboutit au boycott d'un comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail à la CACL ce matin. Les syndicats dénoncent les défauts de convocation des agents concernés. Le point à suivre. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette édition. Le message circule via les réseaux sociaux. Un mardi noir est à prévoir dans tout le territoire. La population guyanaise est invitée à une journée de mobilisation massive pour dire stop à la crise globale que traverse la Guyane et dénoncer le désintérêt de l'État face à ces nombreuses problématiques urgentes. Les manifestants sont appelés à se rendre devant les principales instances de l'État, préfecture, gendarmerie, hôpital, tous vêtus de noir. Une réunion publique devrait d'ailleurs démarrer dans quelques instants à l'hôtel Montjoyeux-les-Vagues à Cayenne pour peaufiner l'action de demain. On écoute l'une des représentantes du mouvement au micro de Jonathan Lariot. On appelle la population à une journée de mobilisation dans la mesure où tout le monde fait le constat aberrant que plus rien ne va au sein de la société guyanaise. Alors demain, on doit s'attendre dans un premier temps à ce que tout le monde se vêtisse de noir, un noir symbolique afin de symboliser l'agonie de la Guyane. On doit s'attendre également à une certaine paralysie entre guillemets du pays, c'est-à-dire que notre volonté, c'est surtout d'interpeller. Il faut absolument que demain soit une journée de réflexion, aussi bien pour le citoyen lambda que pour les dirigeants de ce pays, voire pour le gouvernement français. Alors, cette manifestation a pris naissance du fait d'un ras-le-bol général. J'avoue que je l'ai pensé spontanément, dans la mesure où je fais le constat navrant chaque jour en me levant que la situation ne s'améliore pas chez nous. Alors, je pense qu'aujourd'hui, pour se faire entendre, il faut absolument effectivement qu'on soit tout d'abord mobilisés tous ensemble. Il est important de fédérer, puisque cela fait longtemps que nous n'avons pas vu la société guyanaise unie pour un même combat, unie vers un même destin en fait. Elle avait annoncé sur notre antenne. Joëlle Prévost-Madère tentera donc de succéder à Gabrielle Serville au siège de député de la première circonscription de Guyane après une première tentative infructueuse en 2012. C'est son comité de soutien qui l'a officialisé samedi matin. Une déclaration faite en l'absence de l'ancienne élue à la Chambre de commerce et d'industrie, en déplacement justement à Paris aux côtés de représentants des chambres consulaires. On écoute le porte-parole du comité de soutien interrogé par Kerwin Alcide. C'est bien qu'un comité de citoyens, donc des gens qui en ont assez de voir la politique communautaire qu'elle est aujourd'hui, surtout dans le département qui a toutes ces difficultés, donc des gens se sont réunis, donc des citoyens, et nous avons pris cette initiative pour ne pas justement être inféodés dans des partis. Joëlle Prévost-Madère, pour beaucoup de raisons, c'est d'abord une femme, c'est une mère de famille, elle a 4 enfants, c'est une personne qui est dans l'entreprise, donc c'est une chef d'entreprise, c'est une dame qui s'est battue énormément. Rappelez-vous qu'elle n'a toujours pas laissé tomber, puisque c'est encore à l'ordre du jour, sur le problème de l'essence, et qui a obtenu quand même de bons résultats de par tout le travail qu'elle a effectué. C'est aussi la conseillère économique et sociale de la Guyane. Donc c'est une femme de combat, une femme qui est droite, et nous estimons qu'il pourra dignement nous représenter à l'épulation. Le député sortant, je ne dis pas qu'il n'a pas travaillé, mais peut-être pas suffisamment. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes derrière Mme Joëlle Prévost-Madère, parce que nous savons qu'elle a toutes les qualités requises pour être une bonne candidate pour pouvoir gagner cette élection. C'est-à-dire de travailler vraiment les dossiers, avoir le temps, ne pas cumuler par exemple. Vous voyez très bien ce que donne quand certains de nos élus cumulent les mandats. Le rôle du comité de soutien est prépondérant parce que c'est lui qui va faire que la campagne qui va partir très bientôt va nous permettre, parce qu'il ne faut pas oublier que la première circonscription a changé depuis, donc c'est pratiquement la moitié du territoire. Donc il faudra les convaincre aux électeurs. Notre rôle va être prédominant pour pouvoir faire gagner. Notre but, c'est de gagner les élections. Pour mettre quelqu'un à la tête de la députation de la première circonscription qui va pouvoir vraiment régler tous les problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre aujourd'hui. Joëlle Prévost-Madère qui se trouvait donc aux côtés de 7 représentants des CCI d'outre-mer, actuellement dans l'Hexagone pour l'élection du président national des chambres de commerce et d'industrie. Occasion pour les présidents ultramarins de s'entretenir avec les candidats à l'Élysée et de s'enquérir de leurs propositions pour ces territoires éloignés. Dimanche soir, c'est avec Emmanuel Macron qu'ils ont abordé les difficultés de l'entreprise en outre-mer et les spécificités de chaque département. Stéphane Alexandrescu.
L'ensemble des présidents et représentants des chambres de commerce et d'industrie, les CCI d'outre-mer, sont à Paris pour l'élection du président France des CCI. À cette occasion, ils ont décidé de rencontrer les candidats à l'élection présidentielle qui manifesteront le désir de les recevoir. Dimanche soir, ils ont pu s'entretenir avec M. Macron sur 3 grands thèmes qui, selon eux, sont communs à tous les départements et territoires ultramarins. Premièrement, les problèmes d'insécurité et d'immigration. Deuxièmement, les problèmes de registre de commerce et de l'apprentissage. Troisièmement, les problèmes de charges fiscales, de zones franches et d'octroi de mer. À ces 3 grands sujets, d'autres sujets plus spécifiques à chaque territoire ultramarin seront rappelés à tous les candidats à l'élection présidentielle pour les alerter sur l'urgence des problèmes à régler. Aujourd'hui, quand on parle de la Guyane, de quoi parle-t-on? Je vous disais tout à l'heure, on parle d'insécurité, d'immigration clandestine, de problèmes d'accès aux fonciers, de problèmes économiques, de chômage, de difficultés de scolarisation des enfants. Donc ce sont autant de sujets sur lesquels le futur président de la République devra s'arrêter, parce que je pense qu'aujourd'hui, la Guyane est une cocotte qui est sur le point d'exploser et que si ces problèmes-là ne sont pas pris en compte très rapidement et très sérieusement, on aura affaire, à mon avis, à une explosion sociale qu'on n'aura jamais connue en Guyane. Pour éviter l'explosion sociale liée au chômage, il faut, selon le président de la Chambre de commerce de Guadeloupe, accorder plus de liberté au secteur privé pour entreprendre et créer des emplois. Le premier frein, c'est que les mesures qui pèsent sur les entreprises sont trop lourdes. Elles sont trop lourdes aux Antilles. Vous savez, ce sont des petits territoires, ce sont des îles. La concurrence, elle est particulière. Il n'y a pas un développement vraiment des produits parce que nous sommes un tout petit territoire, un petit nombre de populations. Quand je prends à l'exemple d'une île, par exemple, comme la Guadeloupe, avec des règles qui sont drastiques, vous savez, c'est difficile. Il n'y a pas véritablement de marché. Donc tout cela, c'est un frein avec des charges sociales, des charges fiscales qui sont lourdes. Comment voulez-vous, on ne peut pas se développer. Alors que le privé joue le jeu. Le privé, c'est dans le privé que les emplois vont se créer. Défendre et développer les entreprises, c'est créer de l'emploi. C'est un refrain qui sera martelé tout au long de la semaine lors de la rencontre avec les autres candidats à l'élection présidentielle. Un CHSCT convoqué en dehors de toute règle, c'est ainsi que l'intersyndicale CDTG, CFDT et FO à la CACL qualifie l'invitation à la réunion de travail qui devait se dérouler ce matin. Les salariés concernés par le comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ont donc choisi de ne pas y participer pour dénoncer un manque de dialogue social. Le secrétaire du CHSCT affirme dénoncer ces procédures par la direction dans les convocations depuis déjà 2 ans. On l'écoute. On nous demande de participer à des CHSCT alors qu'on n'a pas établi l'ordre du jour ensemble. L'ordre du jour doit être établi avec le secrétaire et éventuellement tenir compte aussi des avis qu'on peut mettre pour l'ordre du jour, quoi. Et donc, en plus, on est prévenu à la dernière minute. Il y a un délai de 2 semaines pour convoquer les personnes au CHSCT. Et là, ce n'était pas le cas non plus. J'ai pu rencontrer le directeur et la DRH. Je les ai fait part de certains avis que je voulais mettre à l'ordre du jour et qui n'a pas été respecté. Ils ne les ont pas mis. Et bon, ben, voilà. À partir de là, je dis que toutes les conditions sont établies pour que je ne participe pas à ce CHSCT. N'auriez-vous pas souhaité participer justement à cette réunion pour faire part de vos oppositions vis-à-vis des différents points que vous venez de nous citer? Bon, j'ai l'impression de toujours me répéter. J'ai l'impression aussi d'être incompris et aussi, je ne sais pas, il y a une volonté pour que ça ne fonctionne pas. C'est assez frustrant, d'autant plus qu'il y a pas mal de problèmes à régler, il y a pas mal de choses à faire avancer à la CACL et je vois que des personnes torpillent le mode de fonctionnement ou ne tiennent pas compte ou ne nous considèrent pas. Alors donc, nous maintenant, on va dire sur le temps puisque on ne nous respecte pas. Il y a un manque de respect évident et ça, c'est inacceptable. Un mot à présent sur les nombreuses coupures survenues sur toute l'île de Cayenne entre hier soir et ce matin. EDF évoque 2 incidents, un défaut de câble souterrain au niveau de la cité Césaire, route de la Madeleine et un problème sur un poste de transformation sur la route de Montabo. 3900 foyers ont été impactés par ces coupures d'électricité.
La Fédération hospitalière de France souhaite peser dans l'élection de mai prochain. Les directeurs d'établissement ont ainsi pris la plume pour dresser une liste de propositions adressées vendredi aux candidats à la présidentielle. L'idée est d'initier un nouveau système de santé plus adapté, plus accessible et de meilleure qualité. La Fédération propose notamment que les efforts soient mieux partagés entre médecins et cliniques, mais aussi de désengorger les urgences en mobilisant davantage les médecins généralistes. Ayodele Germa. Un tour de France des régions pour identifier les besoins au sein des différents établissements hospitaliers, sanitaires et médico-sociaux de France. Grâce à une consultation en ligne, 50 recommandations ont émergé, en vue notamment de réorganiser les hôpitaux, leur mode de financement, mais aussi de désengorger les urgences. Régulièrement, les gens vont directement aux urgences alors qu'ils auraient pu effectivement être soignés ou pris en charge dans le secteur privé. Et l'une des recommandations justement de la Fédération, c'est de pouvoir élargir cette permanence de soins aux établissements privés participant au service public, puisque aujourd'hui on compte à peu près 80% de prise en charge à l'hôpital, alors qu'on aurait pu peut-être mieux répartir sur le territoire et désengorger notamment les urgences. Donc ça, c'est une proposition intéressante. Ils reviennent également sur les groupements hospitaliers de territoire, les GHT, plus communément appelés comme cela, où ils proposent effectivement d'élargir ces GHT également aux médecins libéraux. Tout ça dans une volonté de fluidifier le parcours de soins des citoyens. Depuis 2015, 3 milliards d'euros d'économies ont été demandés aux hôpitaux sur 3 ans. La Fédération hospitalière de France demande la fin de ce qu'elle qualifie d'économies au rabot. Elle requiert également plus d'autonomie pour les hôpitaux, désorganisés selon elle par la réforme des 35 heures. La Fédération hospitalière de France possède un bureau dans toutes les régions. Le bureau guyanais, en cours de réorganisation, a elle aussi contribué à l'élaboration des 50 recommandations. Et justement, on parlait tout à l'heure d'autonomie, de handicap et de vieillesse. C'était justement de fournir les différents départements en termes d'infrastructures pouvant répondre à la démographie des personnes âgées, à cette explosion de besoins des personnes handicapées. C'était une des propositions justement, permettre un parcours de soins qui prenne en charge ces personnes qui sont quelquefois un peu délaissées. Jeudi prochain, le président et le délégué national de la Fédération hospitalière de France seront en visite en Guyane. Ils devraient faire remonter les problématiques du secteur hospitalier guyanais au niveau national. Je propose de revenir à présent sur cette matinée de rencontre qui s'est tenue jeudi à l'Agence Pôle emploi de Saint-Laurent. Dans le cadre de la semaine du microcrédit, l'association pour le droit à l'initiative économique a répondu aux questions d'une soixantaine de demandeurs d'emploi souhaitant mener à bien leur projet, expliquer les voies de financement, mettre en lien les différents acteurs et accompagner dans les démarches administratives. Autant de barrières à lever, notamment grâce au crédit. Quelques réactions recueillies sur place par Elsa Gonzalez. Pour sa première édition en Guyane, l'ADI Festival se porte partout sur le territoire. À Saint-Laurent-du-Maroni, c'est dans les locaux de l'agence Pôle emploi que l'association pour le droit à l'initiative économique met en place un atelier sur le microcrédit. Le microcrédit, c'est une somme d'argent qui est qui est prêtée à des gens qui ont une grande motivation de réussir leur vie, de sortir d'un système de chômage pour se valoriser et créer leur propre activité, donc leur propre emploi. Le microcrédit est un financement inférieur à 10 000 € qui peut permettre à toute personne étant hors du circuit de prêt bancaire de créer ou de pérenniser son entreprise. Pour ce jeune porteur de projet, il est venu dans l'espoir d'obtenir des réponses quant aux démarches à suivre. Comment je dois poursuivre et on peut plus comprendre le parcours et tout ça, parce que et en plus tout seul on peut rien faire tout seul, donc je veux savoir c'est quoi les consignes et tout ça pour que je puisse continuer. Ils sont une soixantaine de demandeurs d'emploi à s'être dirigés sur l'année 2016 vers la création d'entreprises, notamment au travers de prestations comme Active Créa. Le but de cet atelier est de faire un point sur leur situation actuelle et leur donner d'autres outils comme ceux proposés par l'ADI. Le but aujourd'hui, c'est de savoir si ces personnes sont toujours sur cette action, est-ce qu'elles ont créé, ou si elles sont encore en parcours création d'entreprise, ce sont toujours des porteurs de projets, ou si pour d'autres raisons, ces personnes sont de nouveau des demandeurs d'emploi, on va dire lambda.
Avec 5000 demandeurs d'emploi inscrits à Saint-Laurent-du-Maroni, la création d'entreprises est une alternative qui séduit de plus en plus de personnes chaque année. De la poésie du métal, c'est le thème fil conducteur de l'œuvre du Camerounais Dieudonné Fokou. L'artiste plasticien se sert de matériaux informatiques et de métal recyclé pour donner forme à son imagination. 25 sculptures étaient exposées tout le week-end au Centre d'art et de recherche de Mana, à l'occasion également d'un atelier de création ouvert au public. Elsa Gonzalez. L'exposition s'appelle La poésie du métal. C'est une recherche plastique qui part de l'observation des valeurs humaines qui se dégradent au point même de ruisseler. On a tendance à les perdre. Et du coup, je me suis dit, dompter le métal serait quand même une bonne chose pour moi. Dompter le métal, pourquoi? Pour chanter les joies et les peines de l'humain. Pour essayer de poser des textures expressives sur des œuvres et aussi pour un peu d'espoir pour l'humanité. Dans cette série, il y a plusieurs thématiques quand même qui sont développées. On peut avoir des œuvres qui restituent la mémoire. Après, on a des œuvres qui parlent un peu de la beauté de la femme. Après, on a des œuvres comme celle-là qui parle de l'être humain, c'est surtout des peines d'un intellectuel. Ce bout de composants électroniques, cette carte mère traînait depuis très longtemps dans mon atelier. Ça parle un peu du processus de création. Peut-être ici, cette œuvre cadre plus avec de Digital Destiny, qui est aussi une recherche plastique que je mène. Mais là, cette carte, je l'ai trouvée comme ça. Et du coup, pour moi, c'est comme si c'est le savoir qui était vraiment bafoué, le savoir qui est vraiment en train dans tous les sens, en désordre. Pour un intellectuel, c'est pas très aisé. Le premier but, c'est d'abord de partager. De partager. Le partage, c'est déjà qu'on fasse des expositions et que les gens qui comprennent le message tel que je l'ai pensé ou pas, mais qui est quand même déjà cet échange, qui est déjà ce partage. Après, le but, c'est quoi? C'est de passer des messages, d'interpeller les politiques, surtout les politiques, parce que jusqu'à preuve de contraire, je crois que c'est eux qui ont la clé pour tout. Lindsay, 10 ans, et Manouchka, 14 ans, ce sont les deux demoiselles élues reines de beauté au concours de princesse du carnaval à Saint-Laurent samedi soir. 2 sur les 6 participantes en catégorie Mini-Miss et Miss Junior qui ont su s'imposer lors des défilés dans des tenues rivalisant d'originalité, tissus en papier journal ou encore robes en forme de tasse de thé et confectionnées avec des objets de récupération. Un spectacle nouveau pour le carnaval dans la capitale de l'Ouest. Voici quelques réactions captées pour nous par Elsa Gonzalez. Je suis surprise de gagner. Je ne savais pas que j'allais gagner. Je vous présente une tasse de Saint-Laurent-du-Maroni qui a été récupérée, faite et pris et recyclée. Et pour les mini, c'était de 6 à 10 ans. Et pour les princesses, c'était de 11 à 14 ans. Et il fallait présenter sa tenue. Il y avait un premier passage de princesse avec des tenues de princesse, des robes de princesse. Et ensuite, le second passage avec leur travesti, le costume au choix. Franchement, il y avait de l'innovation, il y avait de la créativité ce soir. Donc c'était vraiment magnifique. L'année dernière, pendant la grande parade de Saint-Laurent, en regardant les groupes, on s'est dit pourquoi pas créer quelque chose parce qu'il y avait vraiment plein de trucs, de l'innovation, de nouveautés. Et ça nous a donné envie, ça nous a donné goût. Et on s'est dit on va créer un groupe qui vraiment va tout donner, va mettre le feu, comme les Dynamites bien sûr. Donc voilà, d'où le nom de l'association Les Dynamites.
Direction Casse-Pilote en Martinique maintenant, où la 6e édition du festival Bamboula Bois-Bois et Marionnettes a commencé depuis samedi dernier. Ce matin, des scolaires ont participé à des ateliers de fabrication de marionnettes et un spectacle leur a été proposé. Reportage signé Jean-Marc Dabreux. Au marché couvert de Casse-Pilote, des bois-bois. Des bois-bois de toutes les tailles, de toutes les formes et de toutes les couleurs. La marionnette traditionnelle est à l'honneur avec cette exposition proposée par le festival. Elle est aussi en fabrication. Ici, atelier de création de marionnettes par ses élèves de primaire. Ça c'est le diable rouge et puis les enfants après choisissent les gommettes pour pouvoir faire la figure du personnage. Le bois-bois représente quoi pour vous les enfants? On peut raconter des histoires avec des marionnettes et on peut jouer avec. Sur cette autre table, les enfants suivent les conseils de Jala, des conseils avisés de cette artiste martiniquaise, experte en fabrication de marionnettes. On fait de tout, hein? On fait de la menuiserie, on fait de la peinture, on fait de l'habillage, de la couture et tout cela. Donc là, je fais un petit peu, si on veut, de la restauration. Hein? Il faut qu'on reprenne les choses du patrimoine de nos ancêtres et les remettre au goût du jour. Pour le CMEA, co-organisateur de l'événement, la découverte du bois-bois par les enfants porte un intérêt pédagogique. Pour l'enseignant ou l'éducateur, parce qu'il peut lui permettre de présenter ses séquences, de l'utiliser pour apporter des comptines, des chants, en tout cas de l'utiliser au plan pédagogique. Et puis le troisième aspect, c'est la dimension de construction de l'imaginaire par le biais de la construction de marionnettes et de jeux d'histoire. D'amener les enfants à jouer des contes, à jouer des histoires. Moment fort de la journée, ce spectacle de marionnettes avec un artiste argentin, un spectacle auquel les enfants ont pu également participer. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. Elle va tenter de prendre la succession de Gabrielle Serville. Joëlle Prévost-Madère est officiellement candidate aux élections législatives de juin prochain. Un comité de soutien l'a annoncé en son absence samedi. Il s'agira du 2e essai pour l'ancienne conseillère municipale. À Paris, pour l'élection du président national des chambres de commerce et d'industrie, 8 représentants des CCI d'outre-mer en profitent pour rencontrer les candidats à la présidentielle. Ils se sont entretenus dimanche avec Emmanuel Macron. Enfin, un manque de communication a abouti au boycott d'un comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail à la CACL. Ce matin, les syndicats dénoncent des défauts de convocation des agents concernés. Et puis avant de se quitter, un petit avant-goût de votre rétro sur le carnaval avec ces quelques images. Des défilés dans les rues de Cayenne hier. Cassia Lata n'était pas au rendez-vous comme annoncé, mais les groupes Vibration, Osband, les Belles de la Madeleine et quelques Negmarons ont assuré l'ambiance. Voyez plutôt ces quelques images devant un public d'ailleurs nombreux malgré la pluie. Juste après votre journal de TF1, n'oubliez pas votre émission On va valer en toute sauce. Très bonne soirée à vous.